Un séisme anormal aux États-Unis. Des vents de force ouragan en Malaisie. La panique à bord d'un avion dans le ciel de la Corée du Sud. Un grain meurtrier en Indonésie. Dans ce reportage, la chronique de ces catastrophes naturelles et d'autres événements survenus au cours de la semaine passée. Et surtout, les causes de cette série de catastrophes. Indonésie. Le 3 mars, de fortes pluies ont déclenché un lahar froid descendant des pentes du volcan indonésien Merapi. Une masse de boue, de cendres et de roches, entraînée par les pluies, a dévalé les lits des rivières avec une force énorme, ensevelissant plusieurs villages du district de Magelang dans la province de Java centrale. De vastes zones ont été recouvertes de dépôts volcaniques dont l'épaisseur a atteint par endroits jusqu'à 10 mètres. L'état d'urgence a été déclaré dans le district. Des routes et des ponts ont été détruits, des bâtiments résidentiels et commerciaux ont été endommagés et le système d'approvisionnement en eau d'un des villages a cessé de fonctionner. Des événements tragiques se sont produits sur un site d'extraction de sable le long de la rivière Senowo, où des ouvriers de carrière ont été soudainement surpris par le lahar. Plus de 10 camions et 2 excavatrices ont été ensevelis sous le flux de boue et de roches et plusieurs personnes ont été emportées par le courant. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir l'un des ouvriers s'agripper au sommet d'une excavatrice dans une tentative désespérée de se sauver. Des équipes de secours équipées de matériel lourd sont arrivées sur place et ont élargi la zone de recherche jusqu'à 7 km du point où les victimes ont été emportées par le lahar. Les corps de 2 victimes ont été retrouvés parmi d'énormes blocs rocheux à environ 3 km du lieu de l'accident. La catastrophe a fait 3 morts, 2 personnes sont toujours portées disparues et 6 autres ont été blessées. Plusieurs régions d'Indonésie ont également été touchées par de violentes rafales de vent. Elles ont renversé des arbres et des structures publicitaires, rendant la circulation routière difficile. Un incident tragique s'est produit dans la ville de Surabaya. Le 2 mars, une équipe d'alpinistes industriels nettoyait les vitres d'un immeuble de grande hauteur à l'aide de plateformes suspendues. À ce moment-là, une tempête puissante s'est soudainement levée. Remarquant l'approche du mauvais temps, les travailleurs ont décidé d'interrompre les travaux. Mais de fortes pluies et des vents violents ont frappé avant que les 2 ouvriers n'aient le temps de descendre. La plateforme suspendue, située à environ le 26e étage, a commencé à osciller violemment et à heurter la façade du bâtiment. L'un des travailleurs s'est emmêlé dans les cordes de sécurité et est tombé de la structure suspendue. À la suite des violents chocs contre le mur, il a subi de graves blessures à la tête et est décédé. Le second ouvrier a survécu et a été hospitalisé avec des blessures. Malaisie. Dans la soirée du 6 mars, une puissante tempête a frappé plusieurs régions de Malaisie. Des témoins l'ont comparé à un typhon. Vers 18 h, de fortes pluies et des vents violents ont touché la ville de Putrajaya, ainsi que plusieurs villes des États de Selangor et Perak. Dans la ville de Cyberjaya, la tempête a frappé un marché du Ramadan. Des rafales puissantes ont emporté les étals avec leurs marchandises, tandis que les vendeurs tentaient en vain de les retenir. Les intempéries ont également touché des quartiers résidentiels de la ville, où un grand arbre est tombé sur une voiture stationnée. La zone autour du centre commercial Senta Mall, dans la ville d'Ipoh, a également subi des dégâts. Le 7 mars, la tempête s'est déplacée vers les régions nord-ouest du pays. Dans la ville de Seberang Perai, dans l'état de Penang, des vents de force ouragan ont endommagé 34 habitations. Dans le quartier de Kampul Tasik, un grand arbre est tombé sur une maison résidentielle, provoquant également la rupture de lignes électriques. Paraguay. Une tempête brève mais extrêmement puissante a frappé Asunción le 3 mars, provoquant d'importants dégâts en seulement quelques minutes. La situation la plus difficile s'est développée dans le centre-ville de la capitale. Des arbres tombés ont endommagé des voitures stationnées, des lampadaires et des lignes électriques, bloquant la circulation à plusieurs intersections. Avant de pouvoir commencer le déblayement des routes, il a fallu faire appel aux spécialistes de l'Administration nationale de l'électricité, car des fils et câbles arrachés s'étaient emmêlés dans les branches des arbres, créant un danger pour les travailleurs. Dans le quartier de Barrio Obrero, de fortes rafales de vent ont provoqué l'effondrement d'une partie du mur d'un club sportif. La tempête a également déclenché des crues soudaines dangereuses dans les rues de la ville.
Corée du Sud. Dans la ville sud-coréenne de Busan, une alerte au vent violent est restée en vigueur pendant 2 jours au début du mois de mars. Les rafales ont atteint une vitesse de 29,5 mètres par seconde. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des passants ayant du mal à rester debout sous la force du vent. Les intempéries ont provoqué de nombreux incidents. Des murs de soutenants et des éléments de façade se sont effondrés. Des panneaux publicitaires, des banderoles et des arbres ont été arrachés. Une rafale particulièrement violente a brisé la vitrine en verre d'un hôtel. En l'espace de 24 heures, au moins 28 incidents de ce type ont été enregistrés. Des perturbations de l'approvisionnement en électricité ont également été signalées. Les vents violents ont aussi compliqué les opérations à l'aéroport international de Gimhae. Des rafales dépassant 20 mètres par seconde ont rendu les atterrissages difficiles. À bord d'un vol en provenance de Tokyo, un passager a paniqué après plusieurs tentatives d'atterrissage infructueuses. L'avion a été dérouté vers Daegu pour se ravitailler en carburant. L'équipage a ensuite tenté à nouveau d'atterrir à Gimhae, mais cette tentative a également échoué. Finalement, l'appareil a atterri à l'aéroport international d'Incheon. Les vents violents étaient accompagnés de pluie. Dans certaines régions, jusqu'à 27 mm de précipitations ont été enregistrées. Kenya. Le 5 mars, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines de grande ampleur dans la capitale du pays, Nairobi. La catastrophe a fait au moins 42 morts. Certaines personnes se sont noyées, tandis que d'autres ont été victimes d'électrocution. Les embouteillages ont presque paralysé la circulation dans toute la ville et de nombreuses personnes se sont retrouvées piégées par la montée des eaux à l'intérieur de leur voiture. Des militaires ont été déployés pour assister les services de secours. Les inondations ont endommagé plus d'une centaine de véhicules, dont certains ont été renversés par la puissance du courant. Le trafic aérien a également été perturbé et plusieurs vols ont été déroutés vers la ville côtière de Mombasa. Dans le parc naturel Karura Forest, les rivières sont sorties de leur lit et ont inondé une partie du territoire, entraînant la fermeture temporaire de sentiers populaires, menant à des grottes, des ponts et des cascades. États-Unis. À partir du 5 mars, l'interaction entre l'air chaud et humide provenant du golfe du Mexique et un front froid venu du nord a déclenché une vaste vague de phénomènes météorologiques extrêmes dans les régions centrales des États-Unis. Des tornades dangereuses, de la grêle de grande taille et des vents destructeurs ont frappé la région, touchant 12 États. Plus de 100 000 personnes ont été privées d'électricité. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans le sud-ouest de l'État du Michigan, dans les comtés de Cass, Saint-Joseph et Branch. Sur les rives du lac Union, une puissante tornade EF3, avec des vents atteignant jusqu'à 241 km/h, a traversé la zone. La tempête a brisé la couche de glace du lac, détruit des maisons et des chalets, et certaines constructions ont été arrachées de leurs fondations. Une maison mobile a été soulevée dans les airs et projetée à environ 90 mètres. Son occupant a été tué. Au total, 3 personnes ont perdu la vie près du lac et au moins 12 autres ont été blessées. En s'affaiblissant, la tornade a poursuivi sa trajectoire vers la ville d'Union City, provoquant de nouveaux dégâts. Dans l'histoire du Michigan, ce phénomène est devenu la tornade EF3, ou plus puissante, la plus précoce jamais enregistrée par les météorologues. Une autre tornade, de catégorie EF2, a traversé le village de Three Rivers. La vitesse du vent a atteint 209 km/h. La tempête a arraché des toits, renversé des arbres et des lignes électriques et soulevé d'énormes nuages de débris. Le tourbillon n'a duré que quelques minutes, mais les travaux de nettoyage prendront des semaines, voire des mois. Sur plus d'1,5 km, West Broadway Street était recouverte de câbles, de tôles métalliques et de verres brisés. Plusieurs entreprises et bâtiments publics, dont un lycée, ont subi de graves dommages. Un supermarché local, un restaurant, un hôtel et un service d'urgence ont également été touchés. À Three Rivers, heureusement, aucune victime n'a été signalée, bien que 10 personnes aient été blessées. Selon des témoins, la tempête s'est abattue soudainement. Seulement 20 minutes auparavant, le ciel était clair et le soleil brillait. Une tornade EF1 dans le comté de Cass a provoqué la mort d'un garçon de 12 ans et plusieurs autres personnes ont été blessées. Cette journée est devenue la plus meurtrière liée aux tornades dans le Michigan depuis 46 ans.
Dans la nuit du 6 mars, au moins 7 tornades ont été enregistrées dans l'État de l'Oklahoma. Dans le comté de Major, à l'ouest de la ville de Fairview, une tornade EF2 a projeté une voiture hors de la route nationale 60. À l'intérieur se trouvaient une femme et sa fille adolescente. Toutes deux ont tragiquement perdu la vie. Une autre tornade EF3, avec des rafales atteignant 233 km/h, a traversé la ville de Beggs, dans le comté d'Okmulgee. Dans l'une des 4 maisons détruites par la tempête, un couple marié a été tué. Tôt le matin du 5 mars, un séisme de magnitude 4,9 a frappé le nord-ouest de l'État de Louisiane. L'épicentre se trouvait près de la petite ville de Coushatta et l'hypocentre était situé à seulement 5 km de profondeur. À l'intérieur des maisons, les lits ont tremblé, les murs ont vibré et la vaisselle ainsi que les canalisations ont cliqueté. L'United States Geological Survey a enregistré plus de 1100 signalements de secousses, ressentis jusqu'à l'est du Texas et au sud-ouest de l'Arkansas. Ce séisme est devenu l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'histoire de la Louisiane. Dans la région, un séisme plus fort, de magnitude 5,3, n'a été enregistré qu'une seule fois, en 2006, dans le golfe du Mexique, loin des zones habitées. En revanche, le tremblement de terre du 5 mars s'est produit sur la terre ferme et a été clairement ressenti par la population. Bien qu'un séisme de magnitude 4,9 ne soit généralement pas considéré comme destructeur et qu'aucun dégât n'ait été signalé, les scientifiques s'inquiètent de l'augmentation de l'activité sismique dans la région. Depuis début décembre 2025, 15 séismes d'une magnitude comprise entre 2,5 et 4,9 ont déjà été enregistrés dans le nord-ouest de l'État, alors que la Louisiane est habituellement considérée comme une zone à faible activité sismique. La fréquence inhabituelle des secousses constitue un nouveau signal alarmant. Le 9 mars, près de la ville d'Edgefield, 4 séismes d'une magnitude comprise entre 3,1 et 4,0 ont été enregistrés en 10 minutes seulement. 2 de ces événements figurent désormais parmi les 4 séismes les plus puissants de l'histoire de la Louisiane. Pour comprendre pourquoi autant de phénomènes naturels inhabituels sont aujourd'hui observés dans le monde, des phénomènes que les populations rencontraient autrefois très rarement, il est nécessaire d'examiner plus profondément ce qui se produit au niveau de la physique des processus. Notre planète est un gigantesque système physico-chimique dans lequel l'énergie thermique, potentielle et cinétique se transforment en permanence. Ces transformations énergétiques alimentent les processus qui se manifestent à l'échelle visible dans toutes les sphères de la Terre. Cependant, cet équilibre est aujourd'hui fortement perturbé. L'une des plus grandes sources d'énergie de la planète est l'océan. L'activité magmatique sous la croûte océanique réchauffe ces eaux, formant un immense réservoir d'énergie thermique. Autrefois, l'excès de chaleur était relativement rapidement transféré vers l'atmosphère, puis dissipé dans l'espace, permettant à l'océan et à l'atmosphère de maintenir un équilibre énergétique relativement stable. Aujourd'hui, la situation évolue progressivement. La pollution de l'océan par les microplastiques et nanoplastiques affecte les processus d'échange thermique entre l'eau et l'atmosphère. Les particules de plastique agissent comme une couche isolante, empêchant l'océan de libérer efficacement la chaleur accumulée. En conséquence, l'évaporation s'intensifie et par conséquent, l'énergie cinétique de l'atmosphère augmente, l'énergie des masses d'air en mouvement telles que les vents, les cyclones et les ouragans. Plus la vitesse des flux d'air augmente, plus ces phénomènes deviennent puissants. Aujourd'hui déjà, on observe que les cyclones tropicaux s'intensifient rapidement jusqu'à atteindre des catégories records, tandis que des rafales de vent de force ouragan apparaissent dans des régions où de tels phénomènes étaient auparavant rares. Parallèlement, l'énergie potentielle de l'atmosphère augmente également, liée aux mouvements verticaux des masses d'air et à la libération de chaleur latente lors de la formation des précipitations. Un autre facteur apparaît en parallèle, l'accumulation de charges électriques dans l'atmosphère. Le nanoplastique est capable de conserver une charge grâce à ce que l'on appelle l'effet Electret, formant ainsi une sorte de stockage d'énergie dans l'atmosphère. Autrefois, cette chaîne de processus énergétiques, mais en raison de la pollution massive par les plastiques, une partie de l'énergie commence à rester piégée dans le système terrestre. Cela se reflète non seulement dans le climat, mais aussi dans les processus géodynamiques.
ce qui se manifeste aujourd'hui sous forme de vents destructeurs, de précipitations extrêmes ou de séismes anormaux, est de plus en plus considéré non pas comme une série d'événements isolés, mais comme des manifestations interconnectées de processus se produisant au sein du système énergétique complexe de notre planète. En conséquence, des phénomènes autrefois considérés comme rares se produisent désormais plus fréquemment, et leur fréquence augmente très rapidement, comme le confirment les observations statistiques. Dans ces conditions, il est essentiel d'orienter les efforts scientifiques vers l'étude de l'influence des microplastiques et des nanoplastiques, car ce problème a déjà atteint une échelle planétaire et ne disparaîtra pas de lui-même sans une solution globale.